Le contexte, c'est quelqu'un qui a déjà un titre olympique et qui surtout a cassé ses habitudes et a accepté, enfin du moins a décidé d'aller s'entraîner aux États-Unis et de quitter Jacques Piacenza, qui est quand même son mentor à la base, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a coupé le cordon. C'est toujours une très bonne expérience de partir aux États-Unis, mais je pense que Jacques Piacenza n'était pas remplacé. Tous ceux qui ont tenté le coup avant ont raté. Tous ceux qui ont tenté l'expérience américaine sont revenus un peu marris, un peu déçus. Donc quand on voit partir Marie-Jo, on se dit est-ce qu'elle fait le bon choix? Est-ce qu'elle ne va pas se ramasser comme les autres? Je ne pense pas que ça lui ait mis une pression supplémentaire. Elle était quand même favorite, hein, quand on voit ce qu'elle avait gagné avant en Europe et dans le monde. Marie-Jo, quand elle courait, on avait l'impression qu'elle volait sur la piste. Elle était très grande, très élancée, très fine. C'est vrai qu'elle avait des foulées immenses et on avait l'impression qu'elle effleurait la piste et qu'elle ne donnait pas forcément cette impression de vitesse, mais derrière, ça déboîtait. Enfin, à la fin des courses, elle réalisait des chronos tout juste extraordinaires. L'année des Jeux de 96, moi j'avais une performance dans la tête. Je l'avais écrit sur le miroir de ma salle de bain et le matin, forcément, la première chose qu'on fait tous, on va à sa salle de bain, de regarder comme ça la perf que je voulais faire tous les jours, forcément, ça ne me donnait pas le temps de cogiter ou de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la deuxième place. Donc à partir du moment où elle est plus première, elle relâche inconsciemment. Moi je l'ai vu vendanger des courses comme ça parce que la première place est inaccessible. Marie-Jo, il faut qu'elle soit devant. Donc si elle est devant, après pour la rattraper, bonjour, parce que c'est une guerrière absolument phénoménale. Maintenant, si le scénario ne se passe pas comme elle a voulu, c'est plus compliqué. Vu que j'avais vraiment très peur, moi je vomissais avant les courses, donc je dormais pas la nuit, je faisais les courses 1 milliard de fois. Même si, après la course, elle vous dit qu'elle a de l'anxiété, qu'elle a une peur intérieure très grande, elle appartient à ces gens exceptionnels que l'épreuve libère. Pour moi, le départ, c'était une sorte de délivrance, quoi. Dans la fraction de seconde du coup de pistolet, c'est une athlète de compétition qui arrive. Après, elle vole sur la piste. Quand elle se retrouve en tête aux 200 ou en tout cas bien placée, là elle est en confiance et elle peut continuer. Si aux 200 mètres, elle sent déjà que ça coince, ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de se mettre en confiance très vite sur les premiers appuis. Pas tellement pour contrer Freeman, mais surtout pour se rassurer elle-même en fait. Elle voulait la première place et rien d'autre. On sent qu'elle a l'affaire en main et qu'elle ne peut pas être inquiétée. Elle les mange et elle le sent intérieurement. Elle sent intérieurement qu'elle va les dominer. Je ne sais pas quand je le dis, mais je le sais. En tout cas, aux 200 mètres, je sais qu'elle a gagné. Je sais qu'elle a gagné. Puis quand elle sort en tête dans la dernière ligne droite, au revoir Simone, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je suis en transe et je suis juste heureux. Juste heureux pour elle, d'abord. Et puis très égoïstement pour moi, parce que je me dis putain, ça on me le prendra jamais, quoi. C'était moi qui ai commenté ça, quoi. J'ai vécu quelque chose de juste magique et que c'est ce que je souhaite en tout cas dans une année olympique comme celle-là, c'est ce que je souhaite à tous les athlètes qui se préparent. Aujourd'hui, Marie-Jo, si on enlève les records bidons qui sont des records de dopés, tout le monde le sait aujourd'hui, personne n'a couru aussi vite que Marie-Jo dans le monde sur 400 mètres. Donc voilà, c'est tout.